C'est une découverte qui choque dans la ville de Kaélé. Le corps de Kaltou Kaya, 26 ans, porté disparu depuis bientôt 1 mois, découvert dans un état de putréfaction avancée. On ne pouvait pas la reconnaître parce qu'elle était déjà décomposée. Mais on l'a reconnue à travers son habillement. L'habit qu'elle portait était l'habit que moi-même je l'avais offert. Et le pantalon a été offert par ma petite sœur. Elle était sortie de la maison depuis le 12 mars. Elle s'est baladée, puis elle est... Mais ces derniers temps, elle est sortie jusqu'à... Chaque jour, elle cherche. Nous n'avons pas pu obtenir une de ces photos en vie. D'après le médecin légiste, elle a été violée par plusieurs individus avant d'être tuée. Dans sa famille, nous apprenons qu'elle avait des troubles mentaux. Son problème a commencé depuis ma mère. Ça fait 2013. Moi, il ne reste pas sur place. On me disait souvent au téléphone. Souvent. Elle dormait derrière. Il y a une maison ici derrière là. Elle dormait là-bas. On a supplié. Elle est rentrée. Bon, après quelques jours plus tard, je demande à sa sœur. Elle me dit que bon, Kaltouka est encore parti. J'ai dit mais ils ont annoncé Mdangbon berger ceci. D'après l'adjudant-chef Abakashi Saïdou, commandant de la brigade TR de Kaélé, tout est déjà mis en œuvre pour que les auteurs de cet acte soient interpellés. Une affaire à suivre. Vive contestation des populations de Mévia dans le canton Yakalak de Dizangué. Elles sont sorties ce matin pour stopper les consultations en vue de la désignation d'un nouveau chef par le sous-préfet des Séyang. Vêtus de noir et pancarte à la main, on pouvait lire des messages. Nos terres ne sont pas à vendre. Nous voulons le développement de Mévia par le chef Makoumar Passi. Je suis trop fâché. Je suis fâché parce que celui qu'on dit, soi-disant, c'est le futur chef, je ne sais même comment l'appeler. Ça, c'est un garçon que moi, je ne connais pas, même du vivant de papa. Je ne l'avais jamais vu. Je connais les autres enfants, mes autres frères consanguins. Celui-là, je ne l'avais jamais vu. À l'origine de ce mouvement, qui a vu l'autorité administrative séquestrer dans une maison d'habitation par ses populations, la destitution du précédent chef, Passi Madeleine Makoumak, désigné le 12 octobre 2021 par le sous-préfet sorti, sous Stem Sandjomo, avec un procès verbal à l'appui. Vous êtes venu pour que le sous-préfet de Dizangué soit sous vos ordres. Madame, vous êtes postulant. Tenez-vous de pas de postulant. On ne peut pas décider. Les engagements, c'est moi qui fais le désordre. C'est nous qui allons les border qu'on a choisi un chef. Comme les médias, nous sommes là pour l'autre. Défendre l'honneur de notre chef. Après 7 heures d'horloge, d'intercation entre les forces de maintien de l'ordre et les populations, les consultations vont se dérouler, mais à huis clos. Au sortir de celle-ci, le procès verbal a été arraché des mains du sous-préfet et déchiré par un individu non identifié. Parce que le village de Mévia, c'est un village riche. Et le roi était mon arrière-grand-père. Si aujourd'hui le sous-préfet dit qu'une femme ne peut pas être chef de la lignée de sa mère, je veux les réponses. Je suis la fille de Yombe Marie-Françoise, la première fille de Yomba Henri qui était chef. Ici, dans les bouches des populations, une seule phrase revient. Ils ont pris 450 millions de nos terres. Qui a pris et quelle direction cet argent a pris? Pour l'heure, les populations en chantant ont escorté leur chef choisi depuis le lieu de la cérémonie jusqu'à son domicile. Quant au sous-préfet, une affaire à suivre. Des artistes camerounais venus d'horizons divers et convoqués par le conseil de surveillance crient au scandale. La raison, le détournement de fonds de leurs différents comptes. Il se passe que notre société est mal gérée. Il y a du vol, comme le président du comité de surveillance vous l'a dit.
Il a invité tous les artistes, y compris ma personne. Il nous a brossé la situation et il nous dit qu'il vaut mieux prendre des mesures conservatoires pour arrêter l'hémorragie. Parce que pendant toute une année, M. Atebazo et son équipe n'ont reversé que 5 millions de francs dans nos comptes, volant systématiquement tout ce qu'ils pouvaient toucher. Ils disent avoir effectué des contrôles par 2 reprises au mois de juillet, ce qui leur aurait permis de constater des malversations. Ces artistes réclament aujourd'hui leurs documents comptables ou rien. C'est au premier contrôle que j'ai effectué. J'ai constaté un détournement de 55 millions. Et je dis bien entre le mois de juin et le mois d'août. Ça fait 55 millions de francs. Mais depuis le mois d'août jusqu'à nos jours, je n'ai plus accès aux pièces. À la Société camerounaise de l'art musical, le bras de fer continue avec les artistes qui, selon le conseil d'administration, ont été manipulés et montés pour déstabiliser la musique. Et vous voyez, les artistes sont arrivés parce que Sam Bende les a envoyés. Il a payé les artistes de Douala, de Bafoussam et même les non-artistes pour venir créer le désordre. Comme toujours depuis 30 ans, les mêmes bandits du droit d'auteur manipulent les artistes pour venir faire le désordre. En espérant que tout rentre dans l'ordre, ces artistes se battent pour obtenir gain de cause. Les forces de l'ordre veillent pour éviter tout débordement. Il faut faire des détours pour passer. Cette flaque d'eau dicte sa loi. Nous sommes au quartier Emana, au lieu-dit d'Orcas. Ici, plusieurs poteaux électriques, dont ceux de moyenne tension, jonchent le sol ce matin. Visiblement, le quartier n'aura pas de lumière ce soir. C'est la pluie d'hier, là, le vent d'hier. C'est le vent d'hier qui a fait que ça tombe. Et les poteaux même sont, je peux dire pourris, c'est pourri. Les poteaux même sont pourris même. Oui, un peu, non, donc ce n'est pas... Normalement, il faut qu'on remplace les poteaux. Dans tous les quartiers même. Donc c'est ça qui a fait ça. Donc même si à ce soir, s'il y a encore une deuxième pluie là, ça va toujours tomber. Beaucoup plus loin, au lieu-dit Carrefour du Palais, cette imposante plaque publicitaire n'a pas pu résister à la furie de vent. De l'autre côté en ville, plus précisément à l'avenue Kennedy, contrairement aux années antérieures, les vendeurs se réjouissent. Il y a quand même une nette amélioration parce que imaginez-vous un seul moment, à pareil moment, c'est déjà un peu reparti. Alors qu'avant, ça passait parfois toute la journée. Il y a quand même eu quelque chose de nouveau, en dehors comme les dernières fois. Autant s'habituer aux troubles climatiques qui pourraient encore, à l'avenir, faire plus de dégâts que prévu. Il y a 38 ans exactement, le Cameroun traversait une période extrêmement délicate de son histoire. 6 avril 1984, le pouvoir politique de Yaoundé a failli basculer. Grâce aux troupes pilotées par le général Pierre Semengue, à l'époque chef d'état-major de l'armée camerounaise, la situation est sous contrôle après une riposte farouche. J'avais envoyé notre commando par Ndjempe faisait du côté d'Obili, tendre des embuscades aussi pour ne pas permettre aux poussistes de sortir de là-bas. Et il ne restait plus que le nettoyage. Et le président pouvait donc sortir et s'adresser à la nation. Le président de la République prend la parole le lendemain, 7 avril 1984. Il appelle au calme et invite les populations à poursuivre leurs activités de développement socio-économique du pays. Des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Les unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force
conduisirent le combat avec méthode et détermination. Cette tentative de coup d'État a permis au régime de Yaoundé de tirer des enseignements et de mieux entrevoir l'avenir afin d'éviter que le Cameroun ne soit présent sur la liste des pays en proie aux pushs militaires, comme relevé ces derniers 18 mois en Afrique de l'Ouest. Aaron Tonnet est l'un de ces fonctionnaires de la gendarmerie nationale résidant dans la localité de Loum. L'homme âgé de 75 ans fait partie de ces fonctionnaires qui ont vécu la tentative de coup d'État le 6 avril 1984 au Cameroun. Et il s'en souvient comme si c'était hier. Je me trouvais en service à la Légion du Littoral, Légion de gendarmerie du Littoral, où j'étais chef d'atelier de transmission, donc dépanneur radio. Ce jour du 5 avril, je reçois une délégation de mes chefs venus de Yaoundé, parce que la gendarmerie venait de se doter du matériel de communication, les Motorola, appelés généralement le talkie-walkie. Pour rappel, la tentative de coup d'État du 6 avril 1984 au Cameroun a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, principalement dans la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Au niveau de Douala, on nous a demandé de ne pas paniquer. Et comme tout bon militaire, on était concentré à la Légion de gendarmerie où tout le monde était censé s'y retrouver. Je ne pouvais pas m'imaginer que quelque chose se préparait, parce que nous étions à Douala, or tout se préparait à Yaoundé. Mais des signes précurseurs, il faut être peut-être très ingénieux pour imaginer que les gars de la garde républicaine, moi qui les connaissais parce qu'ils passaient devant ma maison, à Opili, pour aller à leur base. Je les voyais déambuler en civil, dans les voitures banalisées et tout ça. Ils tournaient toujours autour de la Légion. Bon, je ne pouvais pas imaginer qu'ils étaient vraiment en mission spéciale. Retraité des forces de défense du Cameroun depuis 20 ans, Aaron Tonnet se souvient tout de même qu'il a bénéficié d'une promotion dans le remaniement qui a eu lieu après le coup d'État manqué. Il a été porté à la direction de la sécurité présidentielle. Je ne sais pas si je peux appeler ça promotion. J'ai été appelé à aller faire valoir mes services à la direction de la sécurité présidentielle. Aujourd'hui, c'est un homme à la retraite, reconverti dans l'agriculture et l'élevage. Ça va. C'est une stratégie militaire adossée sur la transformation structurelle envisagée dans le cadre de la SND 30, laquelle est perçue par l'État comme clé de libération du potentiel de croissance et vecteur de l'industrialisation du pays. Les forces de défense et de sécurité infiltrées en renfort ce 6 avril 2022 doivent, en plus de leur mission régalienne, batailler pour améliorer le climat des affaires, renforcer la protection de l'espace économique national, attirer des investisseurs et j'en passe. Il est question pour le groupe désigné pour mener cette mission de réflexion et d'action d'opérer un véritable changement de paradigme. Nos réflexions, celles du groupe de travail, devraient aboutir à des solutions cohérentes, pertinentes, robustes aux besoins des forces de sécurité et de défense, notamment dans le système d'armes, la logistique, les télécommunications, les équipements divers, pour ne citer que ces exemples. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense met ses collaborateurs au travail, une parfaite symbiose avec les équipes techniques du ministère en charge de l'économie et le comité de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement SND 30, appelé en renfort pour la mise en route de ce projet. Les experts militaires chargés de réfléchir sur cette problématique et que nous installons ce matin ont travaillé sous l'autorité du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées. Ils ont une bonne connaissance des enjeux et des défis de développement de notre pays, contenus dans la SND 30. L'initiative vise à booster l'économie, fragilisée comme dans plusieurs pays du monde par deux crises majeures. La pandémie à coronavirus depuis plus de 2 ans et tout récemment, la crise sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine. Redynamiser et renforcer la coopération universitaire entre la France et le Cameroun. C'était l'objectif de la journée Cameroun organisée à Paris par Campus France et l'ambassade de France au Cameroun.
Cette rencontre a permis au recteur des 8 universités d'État ainsi qu'au président de l'Université catholique d'Afrique centrale et leur homologue des universités françaises d'échanger et de partager leur expérience, de consolider les partenariats existants et d'explorer de nouveaux projets conjoints. Nous essayons de mettre en place tout à fait naturellement un échange d'étudiants pour que les étudiants puissent partir de Yaoundé, de Tchang, de Douala, des autres villes du Cameroun bien sûr, pour venir apprendre ici. Nous essayons de mettre en place aussi un échange d'enseignants pour que les enseignants viennent enseigner ici en France, notamment à l'Université Toulouse-Capitole, et que des enseignants de l'Université Toulouse-Capitole puissent aller enseigner dans les universités camerounaises. Je pense qu'on va faire le déplacement en octobre pour venir vous voir, venir voir les partenaires camerounais pendant la semaine du 17 au 22 octobre. Ça va être une belle opportunité pour nous. Au cours de cette journée, plusieurs sessions thématiques ont été organisées dans les domaines de l'ingénierie, la réalité de la mobilité étudiante ainsi que sur les différents enjeux de la coopération. Les rendez-vous B2B ont permis aux recteurs d'universités camerounais de nouer de nouveaux partenariats. Ensuite, la délégation camerounaise a visité les campus de l'université Paris-Saclay et la Sorbonne. Nous sommes convenus de ce que le Cameroun doit véritablement apparaître comme ce qu'il est, c'est-à-dire un hub en ce qui concerne l'enseignement supérieur en Afrique centrale. C'est cette idée-là que nous allons développer, que nous allons creuser avec nos partenaires français. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, l'ambassadeur du Cameroun en France, son Excellence André Magnus Ekoumou, a clôturé ces rencontres par un dîner de travail qu'il a offert en l'honneur des responsables des universités françaises et camerounaises, en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. Blaise Compaoré, condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le verdict est tombé ce mercredi 6 avril 2022 au tribunal militaire de Ouagadougou au Burkina Faso. Prison à vie également pour le commandant Hyacinthe Kafondo et le général Diendéré. Ce verdict a suscité les réactions de la veuve de l'ex-président du Burkina Faso et des avocats. Le juge a rendu son verdict, mais à tout le monde d'apprécier. Nous avons connu beaucoup de vérités, beaucoup de choses étaient dites. Bon, là, on a pu vérifier certaines choses et tout. L'opinion, je pense que les Burkinabés et l'opinion publique sait maintenant qui est le président Thomas Sankara, qui est l'individu, qui est l'homme politique, qu'est-ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. De ce côté, en tout cas, je suis soulagée parce qu'on sait qui il est. On l'avait traité de tout dans des discours et tout ça. On sait maintenant que, voilà, c'est un homme intègre. L'ex-président Blaise Compaoré, son homme nommé Hyacinthe Kafondo et le général Diendéré ont été condamnés par le tribunal à une peine à vie. C'est une condamnation à perpétuité. Maintenant, pourquoi? Moi, j'estime simplement que ça paraît logique de ce que nous avons vu, entendu lors de ce procès. Oui, justice a été rendue. Justice a été rendue au peuple déjà, parce que ça fait 34 ans de lutte d'un peuple. Il ne faut pas oublier, c'est 34 ans que ce peuple burkinabé lutte contre l'impunité au Burkina. Et par ce dossier, je pense que c'est une grande victoire d'étape qui a été obtenue. Décision qui vient après un quart de siècle de multiples procédures, pour nous, est salutaire en ce sens que c'est en même temps une leçon, une pédagogie, et les Africains, de façon générale, devraient s'en inspirer et faire en sorte que plus jamais de tels drames ne se produisent dans nos États. Il y a déjà un problème dès le début. Voilà. Donc on n'est pas du tout satisfait. Mais ce qui est bien, qu'il y a eu un procès. C'est une page de l'histoire du Burkina Faso qui se referme après plusieurs années d'instruction, d'audition de plus de 110 témoins, 7 mois d'audience et 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara. Tous ont été reconnus coupables d'atteinte à la sûreté de l'État,
de complicité d'assassinat et de recel de cadavres. Blaise Compaoré, principal accusé dans cette affaire, n'a pas assisté au procès. Exilé en Côte d'Ivoire depuis 2014, où il a obtenu la nationalité ivoirienne. Lui qui avait toujours nié avoir commandité l'assassinat de son frère d'armes. Invité au journal de 20h de la chaîne nationale ORTM, le chef d'état-major de l'armée malienne répond aux accusations d'exaction qui pèsent contre l'armée malienne et des combattants étrangers présumés être russes qui auraient été commises fin mars lors d'une opération militaire contre le village de Moura, au centre du pays. Pas pour aller tuer des civils, dont nous avons la charge de protéger. Nous sommes intervenus à Moura dans le cadre de notre mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national, la protection des personnes et les biens. Donc, je voudrais dire que l'armée malienne est une armée multi-ethnique et ne saurait se permettre de tels agissements, de telles allégations, porter vraiment la responsabilité de toutes ces allégations qui sont portées contre elle aujourd'hui. C'est à la faveur des renseignements très précis et validés que les femmes ont été amenées à intervenir dans la localité de Moura, où se tenait une grande réunion très importante des leaders de la Katiba de Massina, et avec la finalité de planifier des attaques contre les installations, les FAMA, ainsi que de continuer à mettre la pression sur les populations civiles. Le général Oumar Diarra, chef d'état-major de l'armée malienne, rassure les populations que les opérations vont se poursuivre dans le respect strict du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Moi, je voudrais rassurer les populations maliennes. Les FAMA n'opèrent pas contre les populations civiles. Nous sommes conscients que la réussite de nos opérations dépend du soutien de ces populations. Et tant que les populations sont sécurisées, tant que les populations sont protégées, nous savons que nous sommes en train de mener à bien nos missions. Dès les premières heures de la matinée ce 6 avril, ils prennent d'assaut le jardin de la résidence de France, pavoisé pour la circonstance. Le prétexte, un cross qui fait participer près de 800 élèves venus des établissements d'enseignement français du Cameroun. Ils marquent ainsi de leur empreinte la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Mais l'activité coïncide avec un autre événement d'ampleur mondiale, un relais virtuel. À chaque changement de fuseau horaire, un témoin est transmis. Nous l'avons reçu de la Libye ici au Cameroun. Nous l'avons transmis à 10h au Ghana lors du passage de ce relais et qui vise à promouvoir l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour ces 33e Olympiades, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le comité d'organisation des JO de Paris 2024 ont sorti le grand jeu. D'ailleurs, la communauté scolaire marque son engagement dans la préparation de ce rendez-vous depuis la rentrée de septembre. Depuis le mois de septembre, les enfants se préparent à ce cross. Il n'est pas du tout improvisé. Et c'est ce qui permet ensuite d'organiser des groupes en fonction de leur capacité sportive. C'est comme ça que des enfants, des élèves de 6e vont courir avec des élèves de 3e. L'onction du Comité national olympique du Cameroun est également acquise. Nous pensons que c'est une initiative qui convient de renouveler chaque année. Le relais virtuel mobilise 45 ambassades de France de par le monde, ainsi que les collectivités, les départements et les régions d'outre-mer français. Il faut compter près de 600 jours avant que la flamme olympique prenne ses quartiers à Paris.